Les fondateurs du Norois, Céline Fortin et René Bonenfant, ont légué en 2018 leur fonds d'archives personnels au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRILC. Pour mettre en valeur ce fonds, est née l'idée d'une série balado qui retracerait la tradition d'écriture inaugurée par la maison d'édition en 1971, tout en rendant compte des forces vives qui la caractérisent aujourd'hui. Avec un titre qui fait écho à la devise de la maison, la série Le Norois le souffle toujours se répartit en 4 épisodes consacrés à l'héritage des femmes, à la traduction, aux essais et aux livres d'art. Le spectre des sujets abordés permettant de poser un regard renouvelé sur cette maison, surtout connue pour ses ouvrages de poésie, elle qui a pourtant contribué plus largement à la culture québécoise. Sur le modèle d'amitié et d'échange instauré par les fondateurs du Norois, les épisodes sont structurés autour d'une formule dialogique afin que les intervenantes et les intervenants s'autorisent d'un rapport aussi libre que senti quant au sujet dont ils nous entretiennent. Nous faisons le pari que la fluidité des échanges reflétera le caractère singulier de l'écriture telle qu'elle se pratique au Norois. L'animation de chaque épisode de Le Norois le souffle toujours est assurée par Mélissa Labonté, qui est co-directrice littéraire des éditions du Norois depuis 2021. Pour l'assister à l'animation, Paul Bélanger, qui fut directeur littéraire du Norois de 1991 à 2021. Bonjour, bienvenue à cet épisode de Le Norois le souffle toujours, dans lequel nous parlerons de la poésie des femmes au Norois et plus particulièrement de son héritage et de son importance dans le catalogue de la maison. Rappelons que le Norois a été fondé par une femme en 71, Céline Fortin, elle-même poète, en compagnie de son partenaire René Bonenfant. En 1975 paraît La mort est extravagante de Geneviève Amiot et le premier recueil de Denise Desautels, Comme miroir en feuilles. 2 grands noms qui marqueront l'histoire de la maison d'édition par la grandeur de l'œuvre qui suivra, mais aussi par le début d'une longue lignée de poètes, une collectivité de voix féminines diverses qui seront célébrées et amplifiées dans les années à venir au Norois. Suivront Marie Huguet, Nicole Brossard, Hélène Dorion, Anne-Marie Alonzo, puis Télescopage dans le temps, Martine Audet, Diane Régimbalde, Élise Turcotte. Nous pensons plus récemment à Judy Quinn, Rosalie Lessard, Andréane Frenette-Vallière, Catherine Lemens. La liste est longue. Bien sûr, la poésie des femmes n'est pas ici considérée comme une catégorie éditoriale, mais la nécessité d'en parler, de les ancrer dans l'histoire de notre poésie est toujours aussi primordiale, car trop d'œuvres de femmes ont été mises de côté, oubliées ou négligées. J'ose le dire d'entrée de jeu, même si mon avis est biaisé, les plus grandes poètes du Québec ont publié au Norois et mes 2 invités en sont la preuve. Je ne les ai pas nommés dans ma liste précédente pour garder le momentum, mais elles figurent avec grande lumière dans cette constellation. Ma première invitée, Louise Dupré, est poète, romancière, dramaturge, essayiste, professeure honoraire de l'UQAM. Elle a publié une vingtaine de titres qui ont mérité de nombreuses distinctions. Son dernier recueil, Exercice de joie, clôt un triptyque réunissant Plus haut que les flammes, publié en 2010, qui a remporté le Grand Prix québécois du Festival international de la poésie, le Prix du gouverneur général et le Prix de poésie Gatien-Lapointe James Sabine. Il a été adapté au cinéma par Monique Leblanc et sur la scène avec Rhizome. Et La main hantée, publié en 2016, qui a également remporté le prix du gouverneur général et le prix Vénus Kourigata. Donc, un triptyque qui explore les possibilités du poétique face à l'horreur et à la détresse. Louise Dupré, bonjour. Bonjour. Deuxième invitée, Vanessa Courville, est détentrice d'un doctorat en création littéraire de l'Université de Sherbrooke, où elle a également enseigné à titre de chargée de cours. Elle poursuit une réflexion sur la hantise dans l'acte d'écriture. Lors des dernières années, elle a publié de nombreux textes dans des revues, des collectifs et des recueils de nouvelles, en plus d'avoir dirigé certains ouvrages. Les Miraculeuses, paru en 2021, est son premier recueil et certainement pas le dernier. Il a été finaliste au Grand Prix du livre de la ville de Sherbrooke. Vanessa Courville, bonjour. Bonjour, Mélissa. Puis, ami Paul Bélanger, co-animateur hors pair, bonjour. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on parle d'un héritage au féminin en poésie. J'aimerais vous entendre sur votre première rencontre poétique avec une poète de la maison. Un premier choc peut-être, ou bien la sensation d'un accueil, d'ouvrir la porte de sa maison. Louise, ton premier recueil au Norois, c'est Noir déjà, en 93. Exactement. Donc, ta première entrée dans la
poésie du Norrois, est-ce qu'elle s'est faite à travers une œuvre en particulier ou... Ça fait tellement longtemps, Mélissa, que j'ai du mal à me souvenir. Mais si ma mémoire est bonne, elle s'est faite à mon arrivée à Montréal en 1981, Mmh. où j'ai commencé à découvrir la poésie du Norrois et les textes de femmes qui y étaient publiés. La mort était extravagante de Geneviève Amillot. En 1980, La promeneuse et l'oiseau de Denise Desautels. Et en 1982, Femme fragmentée de Céline Fortin, qui Mmh. était la directrice de la maison et qui avait particulièrement retenu mon attention Mmh. parce qu'à l'époque, je travaillais sur France Théoret Oui. et que le recueil s'ouvrait par un exergue de France Théoret que je vais vous lire. Pendant des années, je n'ai pu écrire autre chose que des fragments. Ces fragments sont des morceaux que je levais ou volais à la vie quotidienne. Mmh. Alors, ça représentait aussi toute la vision des femmes de l'époque, qui étaient, des femmes qui couraient après leur souffle, qui étaient mères, qui enseignaient, qui avaient un travail, qui étaient éditrices comme Mmh. Céline et qui voulaient écrire. Alors, je me suis vraiment sentie portée par ce recueil-là et je me suis reconnue dans le recueil Femmes fragmentées. C'est son premier recueil, en fait, Oui. Céline. J'aime cette idée de la fragmentation pour ouvrir une possibilité à écrire, comme si la femme n'avait pas le choix de, de se fragmenter pour y trouver un espace. Ben, c'est à cette époque-là, en entrevue, Madeleine Gagnon, qui a aussi publié un livre au Norrois, m'avait dit que, elle écrivait des textes de poésie parce qu'elle n'avait pas le temps de s'adonner à des textes plus longs, qu'elle avait écrit son premier roman quand elle avait eu un congé sabbatique. Alors, on grappillait tout le monde de petits moments pour écrire à travers les tâches quotidiennes, les enfants, la vie familiale, l'enseignement. Alors, ce recueil là, de Céline Fortin est arrivé comme un recueil emblématique et le titre est resté dans toutes les têtes. Oui, ben, j'aime cette idée du fragment j'ai l'impression qui a nourri beaucoup d'œuvres aussi à venir dans la poésie des femmes, comme si la poésie donnait cette possibilité-là. Et c'est peut-être pour cette raison que les femmes ont trouvé, je dirais-je, un refuge peut-être dans cette forme. Exactement, parce que les genres littéraires ont un lien avec le type d'existence qu'on a. C'est impossible pour une femme des années 70 de faire une œuvre comme Proust. En tout cas, pas au Québec et pas dans notre génération. On écrivait des textes qui étaient courts, des petits fragments. On écrivait des textes qui permettaient justement de faire se déployer l'imaginaire, mais qui n'étaient pas dans la continuité. Mmh. Alors, je n'entrerai pas dans la différence entre la poésie et le roman, ce n'est pas le lieu, mais la poésie permet justement un rapport plus direct à l'écriture que le roman qui demande qu'on s'y remette tous les matins ou Mmh. tous les jours, disons. Alors, la poésie nous donnait ça, la possibilité d'écrire carrément. Et c'est pour cette raison, je pense, que les femmes sont allées si nombreuses vers cette forme-là, vers ce genre littéraire-là. Et à travers l'histoire de la littérature des femmes, les femmes vont défaire la trame lisse du roman. Ça va être un des projets. Comment accueillir les traumatismes, comment accueillir la maternité, comment accueillir l'accouchement dans une forme lisse. Il va falloir que la femme soit en mesure d'accueillir ça. Et souvent, ça se fait par des retours en arrière, ça se fait par des blocs de pensée. Alors voilà. Et tu évoques ça, et je pense au livre de Geneviève Amiot, Dans la pitié des chairs, qui est pour moi, un des livres vraiment majeurs à être paru dans ces années-là, Dans la pitié des chairs. C'est un peu l'histoire d'une grossesse avec toutes ses humeurs. Et dans la langue de Geneviève Amiot,
c'est un livre toujours Et ce qui fantastique. était particulier, c'est que ce livre-là, en fait, c'était pas la maternité glorieuse, hein, c'était Non, vraiment l'enfant qui vient dans les souffrant. entrailles, Oui, qui crache ses paumes, c'est ça, le pris dans le sang, ce sont oui, ses mots. Et Geneviève Amiot était un petit peu à contre-courant, même parce qu'elle suivait le féminisme des années 70, où on valorisait le travail, où on valorisait l'écriture au détriment de la maternité. Et Geneviève Amiot s'en moquait un petit peu, hein, parce que quand on lui envoyait les documents, elle écrivait comme emploi qu'elle était ménagère, oui. alors que c'était aussi une grande poète, donc elle jouait sur ça. Et le Norrois a accueilli cette voix-là et lui a laissé sa singularité, hein, sans chercher à la rendre universelle Tout à parmi fait. toutes les voix. Oui. Parce que toi, Vanessa, Geneviève Amiot a été quand même je sais pas si c'est un choc, mais une rencontre déterminante dans le catalogue du Norrois. Ah oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est La mort était extravagante, qui est un livre que Paul m'a mis entre les mains. Et j'ai été marquée par ce livre-là, mais surtout par le long poème de 12 pages qui a été greffé là, dans la réédition de 2003, qui s'intitule « Nous sommes beaucoup qui avons peur ». Qu'est-ce que va faire la poète Geneviève Amiot dans ce long poème-là? Elle va avoir comme entreprise de retourner à l'origine de nos peurs. Elle va essayer de les circonscrire. Est-ce qu'elles étaient là au commencement? Comment elles surgissent? Donc, elle ne va pas avancer avec des certitudes, mais elle va être en mesure d'affirmer une vérité qui est, depuis longtemps, nous avons peur. Hein. Et c'est un nous qui, à la fois, va convoquer des peurs qui sont bien personnelles à elle, mais des peurs collectives aussi, qui fait qu'on va être un peu forcé de s'y identifier et de faire une introspection sur ce qui nous habite. Et c'est un poème qui est très, très habile dans sa forme parce qu'à l'instant où elle va nommer une peur, le vers suivant, elle va nommer le revers de cette peur-là. Et qu'est-ce que va cacher ce revers-là, en fait? Bien, elle va cacher d'autres inquiétudes. Alors, c'est un poème qui pourrait, en fait, qui ne montre pas une grande confiance en l'existence au début, mais qui tranquillement glisse vers une lumière. Et c'est un poème que j'utilise beaucoup en enseignant, en fait. Oui, Ah, oui. je le lis systématiquement en enseignant. Pourquoi? Parce que au collégial, les étudiants et les étudiantes sont souvent forcés de repérer les figures de style. Et avant qu'on en fasse la révision, puisque c'est obligatoire, je lis ce long poème-là. Et ils et elles sont complètement sidérés, hein, ébahis devant tant de magnificence et avec raison. Puis je leur dis, voyez, il est possible de lire de la poésie en étant touché, en ressentant les choses sans avoir perpétuellement besoin de chercher des figures de style. Absolument. Et puis le contrepoint de ce long poème-là, les enfants, le fleuve qui Oui. vient toujours... Qui Contre- joue dans le fleuve. Oui, toujours. C'est chez Geneviève, c'est vraiment un point majeur. Les enfants, et comme une lumière, comme une possibilité malgré les peurs. Et le fleuve, la présence du fleuve, c'est comme un grand frère, quoi. Eh bien, elle disait que la littérature, elle existait peut-être au moment où il n'y avait plus d'enfants, en fait. C'est là qu'il fallait commencer à écrire. Ben, je partage cette première rencontre avec Geneviève Amiot, pardon, avec ce texte, parce que Paul, toi-même, tu l'as enseigné, parce que Oui. c'est toi qui m'a fait découvrir ce fameux long poème. Ben oui. Je crois que ce texte a extrêmement bien vieilli, continue de marquer les imaginaires. Tous les textes de Geneviève, à mon avis, sont d'une actualité, ou je dirais même plus, sont porteurs encore de futur. Personnellement, Geneviève, je l'ai entendue dans une soirée de poésie à Lévis. Je la connaissais pas à ce moment-là. Et elle avait lu, d'entrée de jeu, La mort était extravagante, dont le titre est en soi un programme. Oui. Et elle commence ainsi avec sa voix tremblante et assurée. Je recommence au commencement de mon corps, 103 fois déjà, par monts et par morts, d'avoir cassé la gueule des soleils entachés. Mais quel pari singulier avions-nous pris, en quelle heure d'indécence et de gloire que s'agitent ainsi les poils multiples des vivants et des autres. J'avoue que on était assis, et heureusement, parce que je crois que je serais tombé. C'était tellement extraordinaire de l'entendre lire. Et après, bien évidemment, je suis devenu son éditeur avec beaucoup de plaisir, parce que les livres qu'elle nous envoyait, les manuscrits qu'elle nous envoyait étaient déjà très arrivé, si je puis dire, quand elle avait envoyé le manuscrit de « Je t'écrirai encore demain », elle nous avait dit « Ah ben, je sais pas ce que c'est, vous pouvez peut-être regarder ». Et en lisant ça, j'ai dit « Ben, c'est vraiment extraordinaire ». Je l'avais envoyé à Hélène et on avait fait ce livre-là très, très, très rapidement parce que c'est porteur d'une vision très forte dans la littérature. Mais tu parles d'une lecture parce que je pense que aussi dans la performance de ses textes, elle avait une présence Très particulière, oui.
On peut l'entendre sur la cassette qu'on avait produite au Norois, évidemment, mais c'était un être qui était d'une fragilité, d'une ironie aussi, d'une grande ironie. Elle pouvait passer du trivial au savant, disons, dans un éclat de rire. Et c'était assez merveilleux de l'écouter entre Anne Hébert et Régent Ducharme, disons. Mais tu parlais de cassette, mais juste pour dire que l'enregistrement est disponible sur le site Internet. C'est vrai. Ouais, si vous n'avez pas de lecteur cassette. Oui, c'est vraiment... Et puis, donc, cette façon de lire à la fois... Elle avait une voix qui tremblait un peu, mais ça venait souligner une émotion très, très puissante qui nous traversait littéralement. Et puis, elle avait une façon de lire qui était vraiment professionnelle, si je puis dire. On parle de « Je t'écrirai encore demain ». Je pense, Louise, que c'est une œuvre importante dans le catalogue du Norois. Je crois qu'elle t'a marqué plus particulièrement. Beaucoup. Elle m'a beaucoup marquée. J'ai écrit sur ce livre-là. Je l'ai enseigné. Je trouve que c'est un très grand livre. C'est un très grand livre, justement, parce que c'est un livre qui déconstruit les codes du poétique pour inscrire, justement, une sorte d'entre-deux des genres qui tient de la correspondance, du journal intime, du poétique. C'est une suite narrative aussi, parce que ce sont plusieurs lettres qui sont dédiées à un homme qui est décédé, un homme de son passé. On pense que c'est de l'enfance, on ne sait pas si c'est un frère, un ami, un amoureux. Donc, il y a une sorte de flou autour de cette figure, mais elle met toute son esthétique au service de ce livre-là. Elle tord le cou à la langue. Il y a des expressions orales. Il y a des termes du quotidien, par exemple, une crème de chou-fleur. Il y a des mots comme ça. Elle parle de ses enfants. Mais c'est d'une beauté incroyable. C'est une beauté, c'est vraiment de l'ordre de l'intime au sens premier du mot, là, de ce qu'il y a de plus intérieur, mais sans vraiment montrer je dirais, d'impudeur. Elle est très pudique, mais très directe en même temps. Enfin, elle a un art de l'écriture qui moi, m'émeut et m'éblouit à la fois. Mais parlons aussi de ce genre de l'adresse, mais aussi de l'adresse et de la lettre, parce que je pense à ce très beau livre que vous ai-je raconté, les lettres avec Jean Désy, cette correspondance qui nous dévoile, on parle de à la fois être pudique et impudique, on glisse carrément là, dans un intime qui n'est pas nécessairement mis en forme dans le poétique, mais qui montre tout ce qui bouille, tout ce qui est derrière aussi l'écriture. Vanessa, toi, c'est un livre aussi c'est cette correspondance qui t'a marqué aussi. Ah oui, énormément, parce que parallèlement, justement, Je t'écrirai encore demain, elle va composer ces lettres qu'elle va adresser à Jean Désy, qui va lui répondre aussi. Donc, c'est un échange de plus de 1000 pages qu'ils ont ensemble. A priori, on parle de 1990 à 2000 d'échanges de lettres. C'est un geste qu'on pourrait dire anachronique, mais Geneviève Amiot a toujours été en résistance contre ce qu'elle nommait l'art du python, et elle s'est toujours décrite comme une femme anachronique, donc ça corroborait un peu avec l'image qu'elle se faisait d'elle-même. Et c'est jamais anodin des lettres, qu'on les écrive à un mort de manière fictive sans qu'il réponde, ou qu'on les écrive à une personne réelle. Brigitte Diaz, elle nous disait que c'est un boomerang qui était lancé vers l'autre, mais en fait, c'était toujours une manière de revenir sur soi, revenir sur son quotidien, revenir sur sa propre image. Et c'était aussi un lieu où Geneviève Amiot pouvait écrire des phrases plus courtes, des phrases plus longues, écrire plus rapidement, alors que quand elle parlait de poésie, elle disait que tout était long, lent et laborieux. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître comme construction de soi à l'intérieur de ces lettres-là? On voit l'image d'une femme qui est, premièrement, profondément déchirée depuis l'enfance, et qui va toujours osciller entre la vie et la mort, qui va osciller entre les splendeurs et les misères de son existence, mais toujours avec une foi et un parti pris en la poésie et en les enfants.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde cette correspondance-là puis qu'on s'intéresse au réseau de sens, bien, on voit en fait toute la pensée créative ou la création de la pensée de Geneviève Amiot qui va se faire au fur et à mesure que les missives sont composées. Elle disait que l'écriture était comme un amant pour éloigner la mort. Donc, tout ça l'accompagne au quotidien. Et elle va nous en révéler aussi sur son processus créatif, qui est un processus rituel qui s'inscrit dans la lenteur. La lenteur était très, très importante pour Geneviève Amiot. Le 23 décembre 1992, elle écrit « La pensée humaine, l'émotion humaine ne mûrissent qu'avec le temps, beaucoup de temps, et la création est, il me semble, l'expression de ce mûrissement. » Ou encore, elle écrivait que l'écriture, ça n'est rien de plus qu'une énorme patience et ce qui, presque malgré soi, se déverse dedans. Donc, on lit son désir impérieux de l'écriture qui l'habite, mais qui va être aussi une manière pour elle de se rendre directement à l'essentiel. La quête de l'essentiel était aussi très présente chez Geneviève Amiot. C'est vraiment une figure incontournable du catalogue du Norois. J'allais dire, on va oublier toutes les autres, ça continue. Parce qu'il y en a quand même beaucoup. On t'es nommé tout à l'heure, que ce soit Denise Desautels, Marie Huguet, évidemment, qui a été importante dans les années 80, toutes celles que tu as nommées, là. On a parlé beaucoup de Geneviève Amiot. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres qui vous paraissent incontournables ou qui prennent vraiment une place de choix dans votre bibliothèque? Je peux parler de l'œuvre de Denise Desautels. Une autre voix incontournable du catalogue. Exactement, et qui a commencé, elle aussi, à publier, tu le disais tout à l'heure, Mélissa, en 1975. Alors, je pense qu'elle elle a toujours publié au Norois, sauf certains titres qui ont été publiés à l'extérieur, c'est bien normal, mais elle a beaucoup, beaucoup travaillé à faire en sorte que son œuvre se développe, je dirais, à partir de l'intime, elle aussi, parce que ce sont des œuvres de l'intime, les œuvres des femmes du Norois. Et Céline Fortin et René Bonenfant le disaient dès les débuts, ils ne voulaient pas avoir une écriture ou des écritures qui étaient idéologiques, mais des écritures qui étaient ancrées dans la réalité de l'existence. Et il voulait avoir des écritures qui s'intéressaient justement à la vie personnelle, à l'intime, à la pensée, à la réflexion. Et en ce sens-là, l'œuvre de Denise Desautels me semble très, très, très représentative des écritures du Norois. Alors, je suis le parcours de Denise depuis de nombreuses années. J'ai préparé un numéro de Voix et images sur Denise Desautels. Et je pense que c'est une des personnes phares du Norois, une des poètes phares du Norois. Une personne phare aussi, mais une poète phare dans ce cas-là. Et qui continue son implication de manière remarquable et Exactement. Qui encourage aussi les jeunes femmes poètes, qui est là, présente à tous les événements. C'est vraiment touchant aussi, quand on parle de filiation, de voir cette femme qui a publié toute son œuvre au Norois, de continuer à s'ancrer dans cette filiation-là et puis à réinventer aussi son approche de la poésie. Justement avec Disparaître tout dernièrement, qui était qui est une conversation avec des œuvres d'art. Je vois, Louise, sur ta table, Le son de Venise. Denise a toujours eu cette conversation avec l'art, une approche plutôt multidisciplinaire aussi. Oui, et c'est ce que je trouve intéressant dans le cas des femmes du Norois, dans le cas des poètes du Norois, c'est qu'on a beaucoup dit « il y a l'écriture au féminin » ou la poésie au féminin, comme si les voix ne pouvaient pas être distinguées. Et ça, je tiens à le préciser, et sans doute que tu seras d'accord, Vanessa. Entre Geneviève Amiot, la voix de Geneviève Amiot, et la voix de Denise Desautels, il y a beaucoup de différences. C'est pas du tout la même esthétique, ni dans la façon d'écrire, ni dans les thèmes. Et
une des caractéristiques de l'écriture de Denise Desautels, c'est justement qu'elle prend son ancrage dans des œuvres d'artistes visuels. Et dans Le Son de Venise, c'est autour de 3 sculptures de Michel Goulet qui avaient été présentées à la Biennale de Venise. Je crois que c'est en 1988. Alors, elle est partie de 3 œuvres de Michel Goulet pour élaborer son recueil. Et donc, c'est un recueil en 3 parties qui présente des poèmes en prose surtout, mais aussi quelques poèmes en vers et qui a une dimension collective ou politique parce qu'une de ces installations-là de Michel Goulet présentait des fusils. Oui. Et évidemment, le recueil a été publié après la tuerie de Polytechnique en 1989 et cette tuerie-là a fait en sorte que le recueil a dévié nécessairement vers une réflexion qui est une réflexion collective sur les armes. Elle dit dans son recueil, je ne peux plus regarder les armes naïvement, objectivement. Alors, et sur la violence qui est faite aux femmes. Alors, ce côté-là, on le voit dans les œuvres du Norrois aussi, le côté intime, mais qui n'empêche pas le lien avec le politique. Et on le verra dans d'autres œuvres, par exemple chez Louis Scott-Noir, par exemple, ou chez Diane Régimbal, ou des femmes qui vont continuer à développer ces aspects-là de leur écriture. Justement, dans le dossier de Voix et images que vous avez monté en 2001, elle écrivait « En choisissant d'aller vers des œuvres d'art souvent exigeantes, porteuses de grandes inquiétudes humaines, je choisis d'une certaine manière de ne pas fuir, de contourner cette fois non pas le péril lui-même, mais la peur du péril et d'ouvrir ainsi ma petite mémoire intime à d'autres mémoires, avec toutes leurs strates de souvenirs désordonnés, enchevêtrés, douloureux, souvent obscurs, souvent même tout à fait opaques, enfermés sous un faux apaisement de surface. Très belle citation. Parce qu'effectivement, le Norrois a souvent été associé à une littérature de l'intime, au courant intimiste, genre qu'on accole souvent à la poésie des femmes. Mais qu'est-ce que c'est intime? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il je ne pense pas qu'il y a une seule intimité féminine, mais vraiment une diversité, une multiplication. Mais quelle est votre vision de cet intime? Mais je crois que ces femmes-là, ils ont réfléchi à ce concept-là d'intimité. Denise Desautels, entre autres, on parlait du journal de la promeneuse au début, qui est paru dans les années 80. Donc, dès là, elle va mettre en scène une figure intime qui est la promeneuse qui va bouger pour pas disparaître. Mais tout ça va évoluer, va se métamorphoser, puis on va voir apparaître l'archéologue de l'intime. Donc, elle va réfléchir à ce concept d'intimité-là, ce qui va être cette femme qui, avec sa main, va déterrer une à une les strates pour accéder à ce qui est justement inconscient, ce qui est insoupçonné dans la mémoire, sa mémoire personnelle, mais la mémoire collective aussi. Et je dirais aussi, pour aller dans ton sens, Vanessa, que cet intime-là a à voir avec un intime qu'on veut nommer comme étant féminin. Féminin, non pas dans un sens existentiel du terme, mais ou essentialiste, mais celui d'une vie de femme avec les conditions qu'on connaît. Alors, justement, les femmes autour du Norrois ont beaucoup travaillé dans ce sens-là pour faire apparaître les motifs d'une intimité, oui, mais dans l'intimité, un noyau qui représenterait ce qu'on appelait, les latins appelaient l'intimus, le plus profond, quelque chose qu'on ne connaît pas de soi-même. Et c'est ce que j'aime beaucoup, moi, c'est que ça échappe au champ idéologique. Au sens où ce n'est plus ce qu'on pense ou ce qu'on veut penser des femmes, mais ce que les femmes révèlent de cet autre en elles qui agit et qui fait en sorte qu'on dépasse ce qu'on connaît.
jusque-là et on explore des zones qu'on n'avait pas explorées jusqu'à maintenant. Oui, ça, c'est intéressant parce que cet intime-là, tu parles de noyau, mais au fond, c'est le vertige qui nous habite. Exactement. C'est ce que Rilke appelait l'ouvert, Mhm. où les livres de poésie vont le plus souvent vers cet ouvert-là, vers cet inconnu, qui fait qu'on est pris de vertige dans le bon sens du terme, c'est-à-dire d'un vertige qui nous fait réfléchir, qui nous fait travailler, qui nous fait écrire, même à la limite. Et ça n'a rien à voir pour moi, l'intime, avec où on l'entend généralement aujourd'hui, là, sur les ondes surtout, c'est-à-dire d'un aspect un peu superficiel. Oui. Alors que l'intime est quelque chose de fondamental, je pense, dans toute l'expérience artistique, de toute façon. Et les femmes l'ont particulièrement mis de l'avant de façon incontournable. Je ne sais pas, peut-être pour des raisons qui seraient trop longues à élaborer ici, mais ça apporte vraiment quelque chose de tout à coup qui déplace le regard. Et j'ajouterais que le vertige n'est pas détaché du corps physique, qui va retenir la mémoire des blessures, puis va chercher un exutoire à travers l'écriture. Donc, on va voir apparaître ça aussi à l'intérieur de l'espace de la poésie. Mais est-ce qu'on pourrait dire que qu'est-ce qui différencie peut-être, c'est que de révéler cet espace obscur, cet espace de liberté aussi devient politique, car femme, à quelque part, dans le sens que cet intime ainsi révélé a été souvent mis de côté et voire terré. Tout à fait, mais c'est subversif. C'est subversif d'aller rendre compte sur la place publique de zones qui ont été soit tues, soit inexplorées, soit considérées comme honteuses et donc devant être mis sous le boisseau. Alors, effectivement, il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans cet acte-là de nommer les blessures, nommer le corps, nommer la joie, nommer ce qui agit et agite le conscient et l'inconscient des femmes. Les contradictions aussi. Les contradictions, ça, je trouve ça extrêmement important que tu le dises. Et puis, Vanessa montrait bien comment était articulé le poème de Geneviève Amillot, Nous sommes beaucoup qui avons peur, à partir de contradictions, justement. Donc, c'est pas noir ou blanc, c'est noir et blanc. Et le noir et le blanc mêlés et qui se succèdent font en sorte qu'on va de plus en plus loin. Et que c'est pas un politique idéologique, justement. Exactement. Je trouve qu'il y a une résonance dans vos deux univers d'écriture, Vanessa et Louise. J'ai l'impression, en vous lisant, d'y entendre des voix, peut-être cette autre en elle, mais aussi des voix d'autres femmes, comme une poésie accompagnée, une poésie hantée, je pourrais dire. Vanessa, tu as travaillé sur la forme de l'hantise. Oui. En fait, c'est la forme lentille qui m'a travaillé. Comment, dans Les Miraculeux, j'ai l'impression que c'est un noyau dans ta recherche d'écriture. Est-ce que tu peux nous parler davantage de cette forme de la hantise? Ça fait écho un peu à ce que disait Louise Dupré. En fait, à l'instant où on écrit, il y a quelque chose de plus grand que nous qui crée à notre place ou qui nous dépasse. Et je crois pas qu'on écrit seul, justement. Quand on se détache, justement, de nos références, quand j'ai écrit Les Miraculeux, j'ai écrit ce livre-là avec Louise Dupré, avec Denise Desautels, avec Élise Turcotte, avec Geneviève Amiot. Donc, leur voix traverse ce livre-là. Je suis ventriloquée, en fait, par ces voix-là. Je suis aussi ventriloquée par ta voix, qui est la voix de mon éditrice, mais aussi par la voix d'autres lectures et d'autres mortes, j'ajouterais. Donc, pour moi, un livre, ça ne s'écrit pas toute seule. Et toi, Louise, avec La main hantée, j'ai l'impression, oui, hantée des horreurs du monde, mais hantée aussi de d'autres femmes. Il y a une mémoire qui est déterrée, une mémoire collective qui est, je pourrais dire, féminine aussi. Je crois que oui. Je crois que oui, que dans La main hantée, cette mémoire-là est une mémoire de tout ce qui a hanté les femmes au cours des générations et qui n'a pas pu être énoncé, en tout cas jusqu'à maintenant, chez moi. Et la peur, surtout.
Et là, je rejoins Geneviève Amiot. Les femmes ont particulièrement eu peur. Je parle des sorcières, je parle de ces femmes qui montaient sur le bûcher, je parle de l'immense violence qui a été faite aux femmes. Est-ce qu'on pourrait pas dire d'ailleurs que c'est plutôt la peur des femmes vis-à-vis des femmes, les hommes, la peur des hommes vis-à-vis des femmes, entre autres, si on peut le voir aujourd'hui encore? Les femmes ont peur que les hommes agissent, soient violents envers elles parce qu'ils ont peur d'elles, bien sûr, et tout ça transparaît. Mais c'est aussi la peur, plus généralement, dans ce livre-là, d'une civilisation, je dirais même pas d'une société, d'une civilisation de la violence absolue qui fait en sorte que la femme est complètement peut être détruite, là. Elle est détruite et elle peut être détruite. Alors, mais dans le recueil, je ne mets pas non plus la faute sur les hommes en disant les pauvres femmes sont là et les hommes sont méchants. Le tue parce que, en fait, c'est un jeu qui se tient à distance, prend sa part de responsabilité aussi. Et je voulais aller de ce côté-là. Il ne s'agit pas pour moi d'établir des oppositions, mais de voir comment les oppositions travaillent et quelle est la responsabilité des femmes dans la peur, dans les peurs qu'elle se crée. Et dans sa propre hantise, serait-elle hantée justement par sa peur? Et est-ce que tu commences à voir, parce que c'est un triptyque qui se conclut avec Exercice de joie, est-ce que tu vois le triptyque? Il y a un procès de la civilisation qui est fait, mais à travers cette expérience très personnelle et très intime d'une visite d'abord dans les camps et aussi une adresse à ton petit-fils. Tout à fait. Mais en fait, ce qu'on comprend bien, c'est que tout part de l'intime dans ces livres-là pour après aller rejoindre le collectif. Même l'énonciatrice de La main hantée, qui paraît en 2016, ça commence avec l'euthanasie de son chat. Ouais. Et après, ça va s'ouvrir sur les cris des femmes meurtries qui vont se glisser sous la main hantée. Tu écrivais, Louise Dupré, dans ce livre-là, comment regarder le poème quand il se retourne contre toi, cherche à te précipiter dans le vide. Il y a quand même tout au long de cette carrière d'écriture-là une réflexion sur la poésie, sur l'écriture, avec la figure de la funambule ou de l'équilibriste. Hein? Oui, parce que l'écriture, comme je la vois, c'est un acte sans compromis. Et c'est un acte risqué aussi. Et j'avoue que La main hantée a été sans doute mon livre le plus risqué aussi. Et où j'ai senti que je marchais sur une corde raide constamment en l'écrivant. Et je pense que ça se sent aussi à la lecture. Et je pense que quand on ne va pas jusqu'au bout de son écriture, on ne peut pas aller jusqu'au bout de soi. Et on pourrait dire l'inverse aussi. Aller jusqu'au bout de soi permet à l'écriture d'aller plus loin. Sinon, on ronronne. Et comme un chat. Comme un chat. Même si j'aime beaucoup les chats, je crois que je ne veux pas ronronner, en tout cas pas dans mon écriture. Je t'en ai voulu un peu d'ailleurs, tu m'as fait pleurer avec ce chat. On a tous pleuré. Oui. Alors, je crois que, justement, d'un livre à l'autre, il faut dépasser le lieu où on était dans le livre précédent. Et moi, en tout cas, c'est ce que je veux atteindre dans l'écriture. Ça ne veut pas dire que les livres seront meilleurs, mais ils apporteront, en tout cas, ils m'apporteront quelque chose de nouveau. Et je veux qu'ils apportent aux lecteurs et aux lectrices quelque chose de nouveau aussi. Mais non, vas-y, Vanessa. C'est quand même un livre qui se termine sur l'espoir. Hein? L'énonciatrice est debout à travers sa communauté. Et quand on parlait de sororité, justement, ce que je retiens du Norrois aussi, c'est que moi, j'ai longtemps été du côté de la mort en littérature. Je me suis souvent associée à ça en lisant Nelly Arcan, Aleandra Pizarnik.
Sylvia Plath. Puis ce que m'ont appris les femmes du Noroît, en fait, c'est que oui, cette douleur-là, elle était présente, mais elle devait être aussi traversée par une grande clarté à travers l'écriture, un espoir qui subsiste malgré tout, parce qu'on a aussi du côté de la douleur une responsabilité devant cette douleur-là, à qui on lègue le livre. Le livre se retrouve entre les mains des gens qui s'occupent de refaire l'espace des signifiants. Donc, c'est important aussi. Ça, je l'ai appris de Louise aussi. Mais je trouve ça très beau ce que tu dis, Vanessa, et tu me fais me rendre compte que le fait de sentir une sororité chez les poètes aide beaucoup. Et l'esprit du Noroît, l'esprit qu'on soit plusieurs femmes ensemble, mais aussi avec des hommes qu'on aime beaucoup, des poètes qu'on aime beaucoup, nous donne une solidarité, puis aussi une solidité. Tout à fait. Qui est là et qu'on n'aurait peut-être pas seul. Et je pense qu'une vraie maison d'édition, c'est ça aussi. C'est un endroit où on se sent vivre, on se sent solidaire des autres, mais on se sent aussi dans un même lieu d'appartenance et où on se sent entouré. On se sent entouré. Tout à fait. Mais je trouve qu'il y a aussi cette intertextualité qui apparaît aussi, qui est apparue au fil du temps. On parlait des exergues de France Théoret dans le livre de Céline Fortin. Moi, en tant qu'éditrice, je les vois apparaître aussi. C'est cette sororité aussi dans l'exergue. Donc, on voit, quand je parlais de poésie accompagnée, par exemple, Emmanuel Riendeau, qui cite Louise Warren dans son dernier recueil, je les vois aussi apparaître, ces voix-là, au fil du temps, aussi au fil de mes lectures. J'ai une question sur ces exergues, parce que Louise, Vanessa, vous les avez utilisés dans vos œuvres. Est-ce que c'est une manière aussi de créer cette collectivité ou d'adresser cet accompagnement? De s'inscrire en filiation. Puis l'exergue est aussi pour moi un acte de tissage. Donc, d'insérer les voix des autres à travers l'espace poétique. Et tout ça cohabite. Dès qu'on voit apparaître l'exergue ou dès qu'on voit apparaître une œuvre d'art, on ne peut plus lire le reste du livre de la même manière. Il faut le prendre en compte. Et tout ça va s'influencer dans l'écriture. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, mettre un exergue, c'est justement faire un clin d'œil. C'est dire à l'autre, voilà, tu es avec moi. Et je suis avec toi aussi. Et je trouve ça extrêmement important, le jeu des exergues qui apparaissent dans les livres. Les exergues font partie de l'écriture. Ce n'est pas à côté, mais ce sont des mots qu'on emprunte des autres personnes, des femmes, des hommes qu'on cite, et pour leur dire, d'une certaine façon, vous êtes avec moi. Mais j'aimerais revenir, Louise, parce que ça me trotte dans la tête, là, cette idée de chaque livre est un pas en avant, un pas qui surpasse le dernier, comme un chemin dans lequel on avance. Peut-être ça reviendra à la question sur le triptyque. En quoi ces pas ont été différents à chaque fois dans ce triptyque qui se termine ici avec exercice de joie? Le premier, plus haut que les flammes, c'est vraiment le constat devant l'horreur de l'humanité à la suite de la Shoah. Alors, le deuxième, c'est vraiment le tu qui se regarde et se dit, mais ne regarde pas seulement vers les autres, regarde vers toi aussi. Tu fais partie justement de cette humanité-là qui n'est pas parfaite, donc tu contribues d'une certaine façon à l'horreur, toi aussi. Et le troisième, c'est de se dire, quoi qu'il en soit, il faut dépasser cette attitude-là et trouver la joie. Et c'est peut-être par la joie qu'on va réussir à sortir justement de cette atmosphère d'horreur-là. Non pas pour éviter, ce n'est pas du déni, ce n'est pas de l'oubli, mais c'est de dire, on ne peut pas regarder
que le noir, la douleur, la détresse, le désespoir, il faut aussi que l'être humain, que la femme continue. Louise, j'aimerais que tu nous lises un extrait justement d'exercice de joie. Alors, je vais vous lire 2 courts poèmes en prose. Tu passes sans cesse de la joie à la peine. Tu l'admets. Ça dépend des jours, des images, de l'humeur du temps. Ça oscille, ça s'entrechoque, ça combat. Souvent, ça te tue et il te faut ressusciter. C'est ce que tu appelles le courage. Chaque fois, prendre ton cadavre par les épaules, le mettre debout et le réprimander. Devenir à la fois ta mère et ton enfant, sans savoir qui parle en toi quand tu parles, qui écrit quand tu écris. Tu continues à taper ces pages qui ne font avancer aucune cause, seulement à te maintenir la tête hors de l'eau quotidienne. Tu t'inscris dans l'humanité qui résiste sans hurler. Car la joie en beauté, la joie en harmonie, tu voudrais bien réussir à la fixer dans l'angoisse de la page, mais sitôt capturée, elle se brise et il n'en subsiste que quelques éclats. Et pourtant, tu les ramasses, tu les recolles un à un. Très tôt, tu as appris à ne rien gaspiller. Tu as connu les fins de mois impossibles, la pénurie des amours, la pénurie des mots, les nuits qui avalent la voix. Tu n'as plus honte de ta pauvreté, ce n'est pas une faute. Tu as cessé de désirer ce que tu n'obtiendras jamais. Il y a encore tant de choses minuscules à sauver, tant d'angles morts à nommer, avant de les rendre à leur oubli. Tu en fais ton exercice du jour. Magnifique extrait. Ces angles morts aussi, on dirait que ça rejoint cette idée des contradictions aussi. J'ai l'impression qu'on entend ça dans l'extrait. Exactement. J'essaie constamment de rejoindre les contradictions. Ma poésie est une poésie de l'interrogation et non pas de l'affirmation. Et j'essaie toujours d'interroger et d'aller plus loin dans mes interrogations. C'est ça pour moi, aller de plus en plus loin dans l'intime. Et cette joie comme arme de combat, cette idée de combativité, on a parlé de responsabilité aussi. Oui, il y a une responsabilité de la joie, mais une combativité de la joie, une combativité de la douceur aussi. Et je sais que je vais un peu contre la tendance commune en ce moment. Je pense que présenter la joie, présenter l'espoir, présenter le désir de vivre est actuellement presque subversif. Et je travaille beaucoup dans ce sens-là parce que, évidemment, on est du côté du cynisme. Toute la civilisation est du côté du cynisme. Et je pense qu'on doit faire échec à cette vision-là, à cette philosophie du cynisme-là, du désespoir, qu'on voudrait bien nous faire absorber. Parce qu'il y a une question politique là-dedans. Évidemment, ce n'est pas le moment d'entrer dans un questionnement comme celui-là, mais tenir tête à la mort, tenir tête au désespoir, c'est pour moi une question éthique et politique. Et ça rejoint en quelque sorte aussi toutes les théories féministes du care, de prendre soin comme posture politique. Exactement. Exactement. Et ce n'est pas dit de cette façon-là dans le recueil, mais c'est très important, justement, de résister. Il est question de résistance, il est question d'être debout. Je dis, le désir est un horizon debout. Alors,
ça rejoint aussi la fin de La main hantée parce qu'il s'agissait d'être debout avec ses semblables. Alors, il faut qu'on relève la tête et qu'on se lève nous-mêmes. Actuellement, je pense. Mais pas de façon... Je ne veux pas faire de ce texte-là un texte militant. Au contraire, c'est incarné, je crois, dans l'écriture, dans le mot. C'est le langage qui nous permet, et la poésie qui nous permet de nous tenir debout. C'est le langage qui est militant, Oui. dans le sens où c'est sa mise en forme qui devient cette résistance et ce combat. Oui, et dire, c'est agir. Hum, Hein? S'exprimer, c'est agir. Tout à fait. Et je trouve que c'est extrêmement important de le rappeler présentement. Très vrai. Et cette posture aussi de prendre soin, on le retrouve dans ton recueil aussi, Vanessa, cette idée des enfants aussi qui apparaissent dans ton recueil. Mais j'aimerais t'entendre, te lire un extrait. Est-ce que tu veux bien? Oui, certainement. Les enfants te construisent une sortie de secours, s'il t'arrivait quelque chose. Sous l'échelle de fortune, une petite fille pleure. Elle a lu ton journal intime. Alors elle dessine une île pour le trou dans ton ventre, une minuscule cachette dans un espace si ample. Comment expliquer le vide alors que tu te sens si soudainement à l'étroit? Repasse par le bas du ventre, au point exact de la douleur. Une lumière blanche qui monte et descend te suspend dans le silence. Nos existences forées éclairent les civilisations en deuil. Il est vrai que les fleurs sur les tombes se nourrissent de tes yeux clairs. Il y a cette tendresse inaltérable dans ton regard pour annoncer l'avenir, au gracier de l'aurore. Ce mot tendresse, j'ai l'impression que ça rappelle un peu cette idée de prendre soin, d'ouvrir les bras à quelque part face à la noirceur qui nous hante. Ben, tout à fait, c'est absolument fondamental. Hein. Pour moi, c'est la seule porte de sortie. Cette tendresse-là, cette joie-là dont parlait Louise Dupré également. Et en fait, c'est une attitude pour moi qui est une attitude éthique, la joie. C'est pas un sentiment, c'est moins un sentiment qu'une attitude éthique en disant qu'il faut aussi regarder du côté de la beauté. Une force de joie. Oui. La joie demande des exercices, comme les exercices de Saint-Ignace de Loyola, comme des exercices qu'on fait dans des gymnases, et comme des exercices de style, me disait quelqu'un aussi. Alors, la joie demande du style. Alors, il faut vraiment remettre sur le métier son ouvrage tous les jours. J'aime cette idée d'exercice formel aussi, de modeler la forme aussi permet de justement trouver ces moments de grâce à quelque part dans ce jeu de la forme. Vanessa, dans Les Miraculeuses, il y a aussi ce jeu de la forme et j'ai l'impression qu'il se termine aussi sur grand élan, ce Nous sommes là qui termine aussi sur une note d'espoir. Et en fait, j'ai en tête aussi ce renversement au milieu de ton recueil, ce dialogue qui me semble assez fondamental dans toute la construction du recueil. Puis en fait, j'ai envie de te citer, si ça ne te gêne pas. Parce que... On ne me verra pas rougir. Non, c'est ça, c'est parfait. Je vais lire... en fait, c'est ça, c'est un dialogue et j'ai envie d'en lire un extrait. Qu'as-tu fait de ces filles qui n'ont pas su naître? Des nœuds dans l'écorce des arbres. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu t'ouvres avec elles comme une chienne dans le bois fantôme du langage. Je n'arrive pas à m'oublier. Les autres sont habités par eux-mêmes. Ils ne te verront pas. Qu'en sais-tu? Ton corps est invisible à leurs yeux. Pourquoi me lègues-tu la responsabilité des vivantes? Les filles peuvent quelque chose pour le renouveau de la forme.
Et les filles peuvent quelque chose pour le renouveau de la forme. Je pense à cette idée, les filles vont sauver la poésie. Cette phrase lancée par l'écrou. En fait, j'aimerais t'entendre cette phrase qui résonne, qui m'accompagne. Ce renouveau de la forme, comment on peut l'aborder? De donner à voir les choses autrement, je pense. Et chaque poème va trouver une forme qui lui est propre au moment de l'écriture, justement de se détacher des références pour laisser les mots eux-mêmes trouver la forme. Et donc, quand on va toucher l'intimité, comme on a parlé plus tôt, pour moi, elle ne pourra pas avoir une forme traditionnelle, va devoir détourner forcément les choses pour accueillir cette nouvelle réalité-là. Donc, Les Miraculeuses va jouer sur plusieurs morceaux différents. On a des poèmes en prose, on a des poèmes en vers, on a des poèmes en vers libre. Il y a ce dialogue-là aussi qui pourrait rappeler un peu le théâtre, mais qui va être détourné, parce que dans le théâtre tragique de l'époque, dans l'histoire de la littérature, les personnages féminins mouraient souvent. C'était les personnages qui servaient à donner une morale. Je pense à Phèdre qui va finir empoisonné, mais donc d'autres personnages comme ça. Donc là, c'est détourné. Ici, dans ce dialogue-là, non seulement les femmes vont survivre, mais la miraculeuse va leur céder le soin du vivant pour qu'elles puissent poursuivre jusqu'à ce poème-là qui Nous sommes là, qui est un long poème qui va être séparé par une page noire, qui est un choix éditorial très judicieux de mon éditrice. Donc, il y a un changement de couleur de page, mais il va aussi avoir ce long poème-là. Nous sommes là, c'est leur surgissement, c'est leur apparition, c'est le commencement de leur existence à l'intérieur de la vie. Et c'est là où je me place en position de filiation avec Louise Dupré, c'est là qu'elles vont commencer à vivre, en fait. J'allais ajouter, il y a aussi un dialogue avec le mythe. Tout à fait. Le mythe de Lilith, au départ, qui reste malgré tout un écrit au masculin qui va quand même être détourné. Donc, on parle de cette femme, Lilith, qui avait le droit de vie ou de mort sur les nouveau-nés. Et on va partir de ça, mais on va le détourner aussi parce que finalement, la miraculeuse, qui est un peu son double versant, va pas mettre à mort personne. Elle va toutes les faire survivre, en fait. Les Miraculeuses va rejouer le mythe de Lilith, en fait, qui est cette femme qui avait été condamnée à errer dans les enfers et à choisir le droit de vie ou de mort sur les nouveau-nés. Mais la miraculeuse va être un peu son double. Mais ça va être déplacé parce que, mine de rien, le mythe de Lilith, ça reste un écrit masculin et la miraculeuse, elle, va pas vouloir mener aucun enfant à la mort. Au contraire, elle va vouloir faire survivre les filles. Elle va souhaiter, en fait, leur multiplication. Et la présence des mythes est quand même assez importante dans l'histoire de la littérature des femmes, c'est-à-dire que devant l'absence de filiation, avant les années 70, on va voir dans la littérature ces femmes qui vont retourner vers les mythes. Je pense à Sappho, entre autres, pour aller chercher une filiation à la verticale, tandis que quand on va apparaître plusieurs voix de femmes dans les années 70, là, on va aller chercher cette filiation plutôt horizontale. Donc, c'est aussi pour moi une manière de faire écho à ce processus créatif-là qu'on voit aussi à travers l'histoire. C'est super intéressant, ça, de passer aussi de la verticalité à l'horizontalité. On en parlait en début d'épisode, de cette diversité d'esthétique, cette diversité de voix. Alors, on n'a pas parlé de voix de femmes en traduction aussi au norrois. Il y a vraiment... en fait, j'ai l'impression aussi qu'actuellement, il y a une multiplicité très grande. On pourrait parler, on n'a pas parlé de Nicole Brossard, enfin, on n'a pas parlé de plein de femmes. C'est sûr qu'on a juste une heure entre nous. Parce que je pense à Nicole Brossard et à son plus récent titre au norrois, que je trouve qu'on n'a pas assez parlé, mais qui dans ce titre, L'Ongle le Vernis, s'associe avec Simon Henry, artiste, musicienne, multidisciplinaire, fabuleuse. Et j'ai l'impression que dans cette rencontre, c'est un militantisme qui se renouvelle au contact d'une nouvelle génération. On est dans un temps fragmenté, on réinterroge le corps, on témoigne d'une grande amitié. Je reviens à ce renouveau de la forme. Les filles vont sauver la poésie. J'ai l'impression qu'on baigne là-dedans aussi actuellement. Donc. La poésie des femmes est très, très riche actuellement. Est très riche et diversifiée. Au norrois, je tiens, moi, à nommer Martine Audet, Élise Turcotte. On a nommé dans le passé Anne-Marie Alonso, dont il faudrait reparler, dont il faudrait
réétudier les textes. Il y a de jeunes auteurs, de nouvelles auteurs extrêmement prometteuses aussi. Et je pense que les voix sont nombreuses, les voix sont diversifiées comme jamais, et tout ça est très stimulant. Non pas seulement prometteur, mais stimulant. Parce que il faut voir aussi que la filiation, ça se fait dans les deux sens. Moi, je ne crois pas une filiation seulement de la plus âgée à la plus jeune, mais les femmes de ma génération vont beaucoup et ont hérité, pas vont, mais ont hérité aussi de femmes comme Vanessa, de femmes comme Nicole Richard, et de femmes tout autour qui travaillent justement sur le féminin, chacune à partir de sa subjectivité et de son intimité. Oui, c'est ça, une filiation qui n'est pas chronologique. Exactement, exactement. C'est super intéressant là, de vous entendre. J'ai déjà hâte à la suite, disons-le. On attend beaucoup de la poésie. Merci d'avoir été avec moi, avec nous aujourd'hui pour parler de la poésie des femmes au Noroît. Vos dernières œuvres, Exercice de joie, Louise Dupré, Les miraculeuses, Vanessa Courville, on peut se les procurer partout où il y a de la bonne poésie. Absolument. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci beaucoup. La réalisation de Le Noroît le souffle toujours a bénéficié du concours financier des organismes suivants: le département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal, les éditions du Noroît, le Fonds de recherche Société et culture du Québec, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise. Mais surtout, la création d'une série balado est impossible sans le concours de nombreuses personnes que nous tenons à remercier ici. Merci donc à l'équipe de La Puce à l'oreille, et plus particulièrement à Albéric Filleul pour son travail de maître dans la production et la réalisation des épisodes, ainsi qu'à Ivan Uruena qui nous a accueillis avec générosité au studio Bakery. Merci à Mélissa Labonté et Charlotte Franqueur, les co-directrices littéraires du Noroît, sans qui ce projet n'aurait pas eu le même sens. Enfin, merci à Charlotte Moffett, agente de coordination au CRILC, de même qu'à Lise Bisoni, qui est coordonnatrice du Centre, pour son enthousiasme et son soutien constant dans la préparation de cette série. Vous trouverez tous les épisodes de Le Noroît le souffle toujours sous l'onglet Médiathèque du site du CRILC, soit crilcq.org, de même que sur le site des éditions du Noroît, lenoroît.com.